on est voué à prendre des buts. Il n'y a jamais un gardien qui a pris 0 but. Donc, on est obligé de passer par l'échec. Donc, soit tu avances, soit tu pleures sur ton sort. Et voilà. Donc, je pense que c'est une question d'entraînement. C'est une question de mentalité. C'est une question d'avoir les dents au parquet ou pas. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous le savez, depuis maintenant 3 saisons, mes invités se livrent en longueur avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pendant cette saison 4, on va continuer à se pencher sur la grande famille des gardiens, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez La Voix des Gardiens grâce à cet épisode, 3 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens et dernier de l'année 2025, on retrouve une gardienne qui aurait dû sortir d'un mondial avec l'équipe de France de hand à l'heure où cet épisode est diffusé. Mais une hernie discale l'a empêché d'y participer au point de se faire opérer. On enregistre d'ailleurs cet épisode à la veille de la petite finale contre les Pays-Bas, alors peut-être qu'entre-temps, les Bleus auront décroché le bronze dans une compétition que mon invité a déjà gagnée en 2023. Bonjour Laura Gloser. Bonjour. Alors l'équipe de France, c'est une grande partie de ta vie qu'on va retracer dans cet épisode, mais on parlera aussi de tout le reste, de ta formation, de Metz Handball, de tes binômes de gardienne en bleu, des Jeux Olympiques, et puis on rentrera un peu plus dans le détail de ce poste au handball, comme on a pu le faire depuis le début de ce podcast avec Thierry Meyer, Vincent Gérard et Atadou Sako. Mais avant ça, première question, comment ça va? Est-ce que l'opération s'est bien passée? Oui, tout s'est bien passé, je vais bien, la rééducation se passe bien, donc je suis contente. T'as suivi un peu le mondial quand même? Oui, tous les matchs, j'ai suivi tous les matchs, j'ai regardé attentivement l'équipe de France parce que je soutiens à fond cette équipe, donc voilà. On va rentrer plus dans le détail de ce poste. Alors, majoritairement, les invités de ce podcast étaient des gardiens ou des gardiennes de foot. Mais justement, est-ce que toi aussi, des fois, tu regardes un peu dans d'autres sports, au foot, au hockey, pour t'inspirer de certaines choses sur ce poste-là? Je ne sais pas si je regarde pour m'inspirer, mais je suis curieuse de savoir comment ils fonctionnent. Je suis curieuse de voir quelles réactions ils peuvent avoir ou oui, en termes de réactivité, en termes de lecture, en termes de toutes ces choses-là. Par exemple, l'autre jour, juste avant de me faire opérer, je suis allée voir mon frère jouer qui joue au foot et j'étais constamment en train de regarder le gardien pour voir comment il réagissait, pour voir quel rôle il pouvait avoir dans l'équipe et quel impact il pouvait avoir vis-à-vis de ses collègues. Et concernant le handball, c'est la question que je pose à tous les invités pour débuter cet épisode. C'est quoi une bonne gardienne de hand aujourd'hui, en 2025 ? Je pense qu'une bonne gardienne, c'est une certaine stabilité en termes de statistiques, mais en termes aussi de psychologique. Je pense que oui, faire un bon match, c'est très important, mais je pense qu'être stable émotionnellement parlant pour nos collègues, mais aussi vis-à-vis de l'adversaire, c'est très important. Et je pense que ça, c'est être une bonne gardienne. Tu arriveras à quantifier un peu sur un match le pourcentage de cet aspect psychologique dans la performance? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que Moi, c'est je moins? pense que c'est plus. Parce qu'on peut passer peut-être à côté de notre match, mais à la fin, continuer à se battre psychologiquement parlant, continuer à se dire non, c'est pas grave, je serai prête là au bon moment. Et ben, c'est ça qui fera que vous allez faire le dernier arrêt, que vous allez faire l'arrêt important. C'est cette stabilité émotionnelle. Moi, je pense que c'est 80% de la réussite, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et toi, comment t'es devenue gardienne, là, si on parle à la jeune Laura Gloser, comment t'es devenue gardienne au tout début? Alors, je suis devenue gardienne parce que à la base, j'étais sur le terrain, comme pas mal de monde. Mais vu que je courais partout, je comprenais pas grand-chose aux règles. Enfin, j'étais petite, mais... et vu que j'étais beaucoup... On m'appelait Zébulon. Donc, je courais tellement partout, je sautais tellement partout qu'on m'a dit, bah allez hop, va voir un coup dans les buts si tu es capable de.
Et en plus, j'avais pas peur du ballon, donc c'est comme ça que ça a débuté pour moi dans les buts. Et à la base, c'était pour te calmer un peu, ou en tout cas te canaliser. Oui, ou alors juste sauter en face de la balle qui pouvait arriver. J'en sais trop rien, mais c'est comme ça, oui, qu'on m'a mis dans les buts. Et qu'est-ce qui t'a plu? Parce qu'une fois que tu es allé dans les buts, il a fallu y rester. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce poste-là? Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a plu? Je pense que d'être livré à moi-même, malgré tout. J'avais fait un peu d'athlé avant, j'avais fait un peu des sports individuels aussi. J'ai touché à, entre guillemets, pas mal de sports, mais j'ai aimé faire un sport collectif, mais malgré tout, ça reste quand même, on reste quand même seul dans notre côté. Et je pense que c'est ça que j'ai aimé. Être accompagné de mes collègues, de mes copines, mais être face à moi-même et à à mes responsabilités. C'est devenu un peu plus sérieux après, parce que là, c'était dans les caves de la cour d'école. À quel moment tu t'es rendu compte que ça pouvait devenir un peu plus sérieux? À aucun moment. À aucun moment, parce que quand j'ai commencé le hand, c'était vraiment un échappatoire pour moi. C'est vraiment, j'aime le sport, j'aime me dépenser, j'aime jouer. C'est surtout ça que je pense que si on perd cette envie de jouer, je pense qu'on tombe très vite enfin, je pense qu'on se lasse très vite du haut niveau, mais quand est-ce que je me suis rendu compte? Je pense que quand on m'a signé mon premier contrat pro, parce que entre-temps, toutes les étapes que j'ai pu franchir, pour moi, je m'en rendais pas compte, et c'était vraiment juste pour m'amuser et voir jusqu'où je pouvais aller. Si on s'adresse là un peu plus aux jeunes gardiennes ou même aux jeunes gardiens de hand qui nous écoutent, qu'est-ce que tu t'es attaché vraiment à maîtriser quand tu étais en formation? S'il y avait une chose dont tu as compris qu'elle allait être essentielle pour réussir, qu'est-ce que c'était? De jamais abandonner. Je pense que c'est essentiel de toujours travailler. Je viens d'une famille où on travaille, où on essaye toujours de se dépasser, où on essaye toujours d'aller plus loin dans ce qu'on sait faire. Et je pense que ça a été essentiel et ça l'est toujours. C'est pas parce que je suis à un certain niveau maintenant que ça y est, tout est fini, tout est acquis, bien au contraire. Donc je pense que du plus jeune âge jusqu'à maintenant ou jusqu'à la fin de ma carrière, le travail est hyper important. Et le fait de vouloir toujours se surpasser, c'est ça qui est important aussi. Et concernant maintenant, si on rentre encore un peu plus dans le détail, la technique, Laura Gloser, si tu pouvais la définir, si tu pouvais te définir dans les buts. Ma technique à moi, je sais même pas si j'ai vraiment des techniques, mais je joue beaucoup avec l'instinct, je joue beaucoup avec la réaction. Physiquement, j'ai les capacités pour réagir, j'ai les capacités pour pousser, j'ai les capacités pour réagir en fonction de ce que j'ai en face de moi. Parce que je pense qu'il y a certains gardiens qui jouent beaucoup avec la lecture du jeu, qui jouent beaucoup avec leurs connaissances sur les joueuses, sur tout ça. Mais je pense que, bien sûr, j'essaye de le faire aussi, mais je pense que mes qualités, c'est ça, c'est mon instinct et ma réactivité. Et ça, est-ce qu'on arrive à le garder quand le niveau s'élève, quand les enjeux s'élèvent aussi? Est-ce que tu arrives à garder, est-ce que c'est difficile en tout cas de garder cette fraîcheur, cet instinct-là quand peut-être que tu connais plus l'adversaire aussi, donc tu vas peut-être avoir plus d'habitude face à certains adversaires, peut-être que la vidéo va rentrer en jeu alors que quand tu étais au centre de formation ou en pôle, il n'y avait pas forcément ces choses-là encore. Est-ce que c'est difficile de garder cet instinct-là? Non, je pense que c'est pas difficile. C'est hyper important de le garder parce que c'est comme ça que je suis. C'est ma marque de fabrication, si on peut dire ça comme ça. Mais plus on monte dans le niveau, plus c'est important de prendre en considération ces choses-là. Parce que l'instinct ne fera pas tout. La réaction non plus ne fera pas tout. À un moment donné, on doit savoir contre qui on joue. On doit savoir quel est l'impact préférentiel de la joueuse qui est en face de nous, tout ça. Mais le fait que je fasse un bon match ou le fait que ça se passe bien pour moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de mes connaissances, c'est un mélange de ma réactivité et de mon instinct. Avant de retracer toute ta carrière de Metz Handball jusqu'à l'équipe de France, on va passer à la première rubrique de ce podcast, c'est le podium de ta carrière.
c'est les 3 images fortes de ta carrière. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire l'image que tu mettrais à la 3e place? À la 3e place. Ah, c'est chaud. Bah, je mettrais... Oh, waouh. Je mettrais championnat du monde en 2023, même si c'était la première fois que j'étais championne du monde. Mais je mettrais cette image-là. À la 2e place. Je mettrais les Jeux Olympiques de Paris. Ah oui, mais c'est compliqué. Oui, les Jeux Olympiques de Paris, c'était incroyable. Rio aura toujours une place particulière dans mon cœur parce que c'était la première médaille olympique aussi pour l'équipe de France. Mais les Jeux Olympiques à Paris, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'équipe de France. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces Jeux. Et du coup, à la première place? L'Euro 2018. Parce que je revenais de ma grossesse, ça faisait 8 mois que j'avais accouché. C'était en France aussi, donc médaille d'or à la maison. Avant de parler de toutes ces dates avec l'équipe de France, on va faire un petit retour en arrière et parler de Metz Handball. Tu le disais, il avait fallu te canaliser quand tu étais jeune dans la cour de récré. J'écoutais un podcast, je crois, avec ta maman juste avant les Jeux sur RTL où elle disait que tu étais très casse-cou. Et est-ce que ça t'a aidé du coup à devenir gardienne? Clairement, je pense que je suis une fonceuse. Je réfléchis pas beaucoup quand je vais faire quelque chose, ou très peu du moins. J'aime découvrir, j'aime expérimenter, j'aime toutes ces choses-là. Donc, le fait d'être casse-cou, le fait d'être, de tomber, retomber, re-retomber, je pense que ça m'a permis d'être là où je suis, oui. Tu as été formé à Metz. Alors, tu étais au pôle avant, mais après, tu as été formé à Metz pour ton premier club pro. Comment se passe ta formation? Est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce qu'il y a des moments où tu as commencé à douter? Est-ce que... Ma formation s'est plutôt bien passée. Je pense que bien sûr, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments perso qui ont été difficiles à vivre et j'ai eu l'impression que tout s'effondrait à ce moment-là aussi. Mais je suis repartie au travail comme une acharnée et c'est revenu. Mais je pense pas qu'il y avait c'était pas linéaire, il y avait des hauts, des bas. Après, j'ai été hyper bien accompagnée. Et je pense que chaque personne qui rentre dans ta vie, que ça soit un coach, que ça soit une personne, c'est pour t'apprendre quelque chose sur toi-même et pour t'apporter quelque chose. Même si ça s'est mal passé, même par exemple une expérience à l'étranger ou partir à l'étranger, que ça se passe bien ou pas, je pense que ça t'apporte une expérience et ça a été le cas par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière. Alors justement, l'étranger, c'était la suite, mais on va y passer tout de suite. Pourquoi justement cette envie de l'étranger à un moment donné? Alors surtout que Metz est un club qui existe sur la scène européenne, qui a des ambitions pour gagner la plus grande compétition. Mais pourquoi à un moment donné, l'étranger, il y a eu cette volonté d'y aller pour toi, pour le côté expérience aussi Oui, c'était pour découvrir une nouvelle chose. Ça faisait 10 ans que j'étais à Metz Handball. Je suis arrivée je suis arrivée jeune, je suis partie en tant que femme. Enfin, j'ai fait du centre de formation, on a fait la Coupe d'Europe, on a fait la Ligue des Champions. On avait gagné plusieurs fois le titre de championne de France. Donc, et ça faisait plusieurs années que le meilleur club d'Europe m'appelait. Et c'est vrai que j'étais très intriguée par ça. Et voilà, j'avais ma petite fille, j'avais ma petite famille. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'aller découvrir ce nouveau monde. Quand on parle de découvrir, d'avoir une expérience à l'étranger, découvrir un nouveau monde, est-ce que aussi il y a des techniques d'entraînement que tu as pu découvrir dans ces pays hors de la France et qui t'ont rendu plus forte parce que tu as découvert autre chose? Bien sûr, j'ai jamais été autant déstabilisée en termes de technique parce que je suis passée par la Hongrie, je suis passée par la Roumanie, je suis revenue en Hongrie. Et à chaque fois, j'ai découvert de nouveaux spé gardiens notamment. Et ils avaient tous une technique très atypique,
Ils avaient tous leur technique à eux. Et à chaque fois, il faut s'adapter parce qu'ils veulent qu'on fasse d'une certaine manière, Hmm. mais il ne faut pas t'oublier non plus à ce moment-là. Donc, j'ai été énormément déstabilisée, mais j'ai réussi à prendre ce qui pouvait me correspondre, laisser ce qui ne me correspondait pas et en faire un bénéfice pour moi. Mais quand tu changes de pays, donc changes de technique d'entraînement, comment toi, individuellement, tu arrives à prendre de certaines techniques qu'on va t'apprendre, te déconstruire un peu sur certains points personnellement? Comment ça se passe ce processus quand on est sportif de haut niveau pour piocher un peu, mais comme tu le disais, ne pas t'oublier quand même? Est-ce qu'il y a des moments à l'entraînement où tu sens que tu es en train de tout mélanger et comment ça se passe? C'est dur. En tout cas, pour ma part, ça a été dur. Je suis quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en soi, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à l'image que je peux renvoyer, pardon. Ça a été dur parce que à chaque fois, j'ai remis mes capacités, j'ai remis mes compétences un peu en question. Mais à force d'essayer et de voir que ça ne fonctionnait pas pour moi ou que c'était pas la meilleure des solutions pour moi, et ben, je revenais tout de suite à ce que je savais faire, qu'est-ce qui me faisait du bien, et en essayant d'apporter cette petite touche que j'avais pu recevoir du coach avec qui je pouvais être à ce moment-là pour ramener quelque chose en plus dans mon savoir-faire. Et est-ce qu'à un moment donné, du coup, quand tu as assimilé ces techniques-là qui se sont rajoutées, est-ce qu'à un moment donné, tu le ressens que, alors pas forcément une gardienne plus complète, mais une gardienne qui a des techniques d'un peu partout et tu arrives à faire un ensemble bien assimilé? Et est-ce qu'il y a des moments, ou est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit, ah bah ça je l'ai pris en Hongrie, je le maîtrise, ça je l'ai pris en Roumanie, je le maîtrise maintenant, et en fait que l'ensemble il devient harmonieux? Ouais. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là sur, je sais pas, une compétition, une période? Non, je pense que c'est plus général. C'est plus général parce que quand maintenant j'ai 32 ans, ça fait un moment que je joue au handball, que ça fait un moment que je m'entraîne tous les jours et que je fais des spé. Donc c'est au fur et à mesure que je vois que j'évolue ou que je réagis d'une différente manière. Parce que pour acquérir une nouvelle technique, c'est en tout cas pour les gardiens, je pense que c'est à force de répétition et au bout d'un moment, ça vient. Ou en tout cas pour moi, ça vient comme ça et je me dis, oh, ok, Hmm. ça c'est acquis maintenant et c'est bien. Ça, c'est un truc en plus. La Ligue des Champions, tu l'as joué plusieurs fois. En quoi cette compétition, elle est différente du haut niveau que tu peux connaître quand tu es sur un gros match en France, quand tu es sur un gros match international, quand tu es sur un gros match en Hongrie ou en Roumanie? C'est une bonne question, mais c'est une atmosphère totalement différente. Quand on joue à un championnat d'Europe ou un championnat du monde, c'est très condensé, c'est très intense sur le moment. Mais là, t'as un peu plus de temps pour te préparer, t'as un peu plus. En fait, c'est limite un championnat d'Europe ou un championnat du monde, mais un peu étendu comme ça. Et t'as le temps de réfléchir par rapport aux matchs qui arrivent. Parce que quand tu es en championnat du monde, t'as pas le temps, il faut enchaîner, il faut faire la vidéo, pap, pap, pap. Mais là, tu as le temps de cogiter, t'as le temps d'apprécier, mais tu as le temps de stresser. Enfin, je pense que c'est par rapport aux émotions et par rapport à tout ce qu'on peut ressentir que c'est différent. Et la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, quoi. Si on peut gagner la Ligue des Champions, il faut le faire. Et moi, j'avais une question. Comment tu gardes un match en tête quand vous le dominez beaucoup avec Metz, que tu sais que tu vas être moins sollicité, que ta défense, elle va peut-être faire le travail, que tu vas pas être sollicité sur chaque action adverse, parce que le niveau de Metz est supérieur à toutes les autres équipes? Comment toi, gardienne, t'arrives à rester dans ton match et à rester concentré? Est-ce que c'est un effort supplémentaire que quand tu as des occasions qui arrivent toutes les minutes? Je pense. Ça fait partie de ce qu'on a pu parler avant. Cette fameuse stabilité émotionnelle, justement, oui, c'est encore plus dur à ces moments-là parce qu'on s'attend à quelque chose, mais ça vient pas. Il faut pas se laisser distraire par le banc ou par quelqu'un qui crie dans les tribunes ou quelque chose comme ça. Donc, ces moments-là sont quand même durs ou quand même, c'est vraiment une forme de travail pour nous, en tout cas, pour rester concentrés. Et ça nous servira aussi pour les gros matchs quand on sera fatigué, quand on sera
peut-être un peu en dessous. C'est une forme de travail pour la suite aussi. En fait, si un match se passe bien, si un match se passe pas bien, si un match, il y a vachement plus de différence entre les deux équipes, tout est une forme de travail pour un autre match, pour une prochaine saison. Enfin, il faut voir l'opportunité dans chaque comment dire, pas épreuve, mais dans chaque situation, Mmh. exactement. Et toi, est-ce que tu préfères les matchs où tu es sollicité tout le temps ou alors les matchs entre guillemets un peu plus tranquilles parce que c'est aussi il y a plus de chances de gagner quand la gardienne est moins sollicitée. Tu préfères quel match toi? Non, moi je préfère quand c'est chaud. Je préfère quand il y a de l'intensité, je préfère que quand c'est serré, je préfère quand c'est ça parce que tu es là, tu es présente, tu es obligé d'être focus, tu peux pas, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, tu dois avancer. Si tu avances pas, ben c'est pas bon pour tes coéquipiers ni pour l'équipe, tout ça. Donc non, c'est ça que j'aime parce que il faut y aller, on n'a pas le temps de réfléchir et voilà. On va passer à l'équipe de France maintenant. Et pour débuter cette partie sur l'équipe de France, je vais te faire écouter une question. C'est la question mystère. C'est une personne Ok. que tu connais très bien qui te Ok. pose une question. Je vais te la laisser écouter et après je te laisserai répondre. Ok. Coucou Laura, je sais pas si tu reconnais ma voix, pourtant tu l'as beaucoup entendue. J'imagine que oui. Je vais préciser pour les auditeurs du coup, c'est Amandine Leno qui a longtemps joué avec Laura et maintenant qui l'entraîne. Laura, j'ai une petite question pour toi. Si tu pouvais rejouer un seul match de ta carrière, lequel choisirais-tu ? Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir pourquoi, ce que tu as ressenti pendant ce match-là et que tu nous le partages. Waouh. Question d'Amandine Leno qui est maintenant entraîneur des gardiennes de l'équipe de France. Waouh, c'est une bonne question. Lequel? Je sais pas si je serais capable de dire lequel, mais en tout cas, ça peut être la finale des Jeux Olympiques à Paris, ça peut être la finale en Espagne du championnat du monde en 2021, je crois, ou je sais plus exactement quand. Ça peut être, oui, la finale de Paris, par exemple. J'aimerais pouvoir la rejouer pour être pleinement moi, en fait, pour pas me laisser déborder par mes émotions, par l'importance de ce match-là, même si, mais tout en étant consciente que c'est un match très important parce que ça l'est, mais pouvoir être en toute possession de mes qualités physiques et mentales sans me laisser déborder par ma colère ou par mon stress ou par rapport à toutes ces choses-là, en fait. Et c'était le cas sur ce match-là? Oui. En fait, je pense que j'avais tellement envie de bien faire, j'avais tellement envie de redonner aux gens qui étaient là, parce que, comme j'ai dit, ce qu'on a vécu à Paris, à Paris comme à Lille, surtout à Lille, avec le nombre de personnes qu'il y avait, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et j'avais tellement envie de leur redonner ce que les gens nous avaient donné tout au long de cette compétition-là. J'avais tellement envie de bien faire pour pouvoir aider mes coéquipières. Et j'étais tellement en colère contre moi parce que j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre et que j'étais frustrée. En fait, je pense que mon pire ennemi, c'est moi-même. Et que dès que je commence à douter, dès que je commence à passer ce seuil de colère vis-à-vis de moi-même, j'arrive plus à revenir en arrière. Mais et t'arrives à l'expliquer parce que quand tu fais les jeux, c'est l'année dernière. Des finales, t'en as déjà gagné. T'as déjà gagné en France. Est-ce que c'est le fait que ça soit les jeux? Ça donne une ampleur encore plus grande au fait que ça soit un championnat du monde. Est-ce que c'était aussi dans un engouement, j'ai envie de dire, national parce que les finales arrivaient à la fin des Jeux et la France était
je sais pas, j'ai pas le mot qui me vient, mais la France était Mhm. dans ces Jeux Olympiques, toute la France, même Ouais. les gens qui n'aimaient pas le sport. Ouais. Tu arrives à l'expliquer que sur cette finale-là, c'était pas la même Laura Gloser? Euh, Je pense que c'est pas que sur cette finale-là. Je pense que, comme j'ai pu dire, le championnat du monde en Espagne, un match en Ligue des Champions, mais pareil, un match hyper important. Je pense que je me mets tellement la pression, j'ai tellement envie d'être à la hauteur pour mes coéquipières, pour le club, pour l'équipe de France, pour les gens, que je viens à oublier ce que je dois faire peut-être, ou je me perds un peu dans tout ça. Et je pense que ce qui m'anime à ce moment-là, c'est la colère vis-à-vis de moi-même parce que j'ai envie de bien faire et que j'ai envie de le redonner aux gens qui sont autour de moi. Et Doudou a été un pilier pour moi émotionnellement parlant, dans ma vie privée comme dans le handball, mais dans ces moments-là, elle a toujours su trouver les mots et m'aider à rebondir. Je m'en rappelle peut-être, je sais, oui, je crois que c'est aux Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'elle me criait dessus en me disant Laura, arrête tes conneries. Et je me suis dit waouh, ok, Doudou, ok, j'arrête, c'est bon, on passe à autre chose. Mais Doudou a été et elle est très importante dans ma stabilité émotionnelle. Ouais. Oui, parce que vous avez une relation de binôme, parce que vous avez joué ensemble. Après, elle était entraîneuse quand vous êtes championne du monde en 2023. C'est ta coach gardienne au jeu. Quelle est votre relation entre une binôme gardienne et qui est devenue après entraîneur des gardiennes? Je pense on a une relation spéciale depuis le début. On a joué ensemble à Metz. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a aidé, elle m'a beaucoup aidé émotionnellement parlant, encore une fois. Mais je pense que je suis toujours gênée de voir Amandine, je suis toujours gênée de lui parler parce que ça reste Amandine Leno, ça reste la grande gardienne qu'elle a pu être ou qu'elle est, parce qu'elle restera toujours cette grande gardienne-là. Et à chaque fois, même maintenant, je viens à la croiser, je sais pas, enfin, là, par exemple, je suis allée faire un tour à Rotterdam, ben, pareil, j'étais gênée devant Doudou, oh, mais gênée, et je pense que j'aurai toujours ce respect-là pour elle, mais je pense qu'on aura toujours une relation un peu particulière, elle et moi. Et concernant alors l'équipe de France, on va rentrer un peu dans le détail de l'équipe de France. Raconte-nous un peu ces réunions que vous faites entre gardiennes avant les matchs, alors avant la balade du matin, si j'ai les bonnes informations. Mais qu'est-ce que vous vous racontez dans ces réunions-là? En quoi c'est important d'avoir cette réunion entre vous, toutes les gardiennes? Donc on partage ce que nous, on a pu identifier individuellement sur notre travail, sur l'équipe contre qui on va jouer. On partage ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu. Enfin, oui, on détaille vraiment tout ce qu'on a pu identifier par rapport à chaque joueuse. Et en fait, le fait de partager son ressenti, mon ressenti, et ben, ça nous apporte un petit plus sur la prise de notes qu'on a pu avoir, ou alors ça, justement, ça valide ce qu'on a pu voir. Et Doudou, Amandine, nous apporte toujours son petit truc à elle en validant ce qu'on a vu parce que parfois les gardiennes, parfois on ne voit pas la même chose ou on ne le décrit pas de la même manière. Et Doudou, Amandine, fait en sorte qu'on se comprenne ou qu'on dise plus ou moins la même chose, mais d'une façon différente. Par exemple, Ata va regarder comment la joueuse vient, moi je vais regarder comment elle prend son ballon et ça, on va arriver au même point à la fin, mais on ne dit pas la même chose. Et en fait, Amandine fait en sorte que, oui, vous dites des choses différentes, mais la conclusion est la même. Donc, restez sur ce que vous avez dit et voilà. Donc, oui, on regarde pas du tout la même chose ou on le regarde différemment. Donc Doudou fait en sorte que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et la vidéo dans tout ça, tu le disais, dans les championnats du monde, vous jouez un jour, le lendemain, vous êtes déjà dans la vidéo du surlendemain parce que le match arrive et c'est un rythme de match tous les 2 jours. La vidéo, c'est un peu, entre guillemets, l'inverse de l'instinct.
Comment tu abordes, toi, l'apport de la vidéo dans ton cheminement avant un match? Je bosse beaucoup sur la vidéo. On bosse même, parfois on bosse même la nuit. On joue, par exemple, on joue le mardi et on rejoue le jeudi. Bah, même le mardi soir, après le match, hop, on switch et on commence déjà à travailler sur l'adversaire du jeudi. Donc, pour moi, la vidéo est importante. Ce que je perçois à la vidéo, il faut que je l'introduise dans mon instinct. Je ne sais pas si tu comprends Ouais. ce que je veux dire. Parce que, en fait, il faut que j'arrive à trouver la balance entre les deux. Parce que mon instinct, c'est pas que réagir en fonction de ce que je vois. Non, c'est réagir en fonction de ce que je sais aussi. Je suis pas du tout quelqu'un de scolaire. Donc, si je rentre dans mes notes, alors elle fait ça, 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 faut que je sois là, comme je suis paumée. Mmh. Je ne suis pas du tout la gardienne que je suis. Et voilà. Donc, il faut que j'arrive à trouver une balance entre entre ces deux choses-là, pardon. Mais je dois impérativement utiliser cette prise de notes-là, mais en le transformant justement en instinct. Concernant ce duel face aux joueuses, être en binôme, en quoi c'est important au hand? Voilà, pour les personnes qui sont pas du hand, qui connaissent pas, en quoi c'est important d'avoir cette relation-là? Ben, déjà humainement parlant, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté parce que on est un sport collectif, mais on reste quand même, on reste quand même seul dans nos buts. Mmh. Donc c'est important d'avoir quelqu'un à côté de soi avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux discuter et que tu aies cette relation qui fait que bah, tu te sens en sécurité, que tu te sens bien, que tu peux discuter de tout ou de rien. Parce que parfois, ça m'arrive que quand je suis un peu saoulée ou un peu frustrée, celle qui est à côté de moi qui me connaît bien va me sortir une vanne, va me sortir un truc qui a rien à voir et qui va me faire switcher et qui va me faire revenir correctement dans les buts. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est une relation. C'est vraiment une relation qui est importante dans l'équilibre de la gardienne. Si ça ne se passe pas bien, tu as besoin d'avoir quelqu'un avec qui discuter en disant voilà, j'ai senti ça dans les buts, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, pas du tout. Ok, bon, je me calme, ça va aller. Ou oui, oui, tu devrais faire plus comme ça. Et ça te permet d'ajuster des petits détails et tu ne peux pas faire ça avec n'importe qui. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une différence d'entraînement, ou en tout cas de technique, entre les garçons et les filles. Est-ce que tu arriverais à la définir? On a reçu à ce micro Vincent Gérard et Thierry Meyer pour les garçons, Atadou Sakho pour les gardiens de l'équipe de France. Du coup, tu le disais tout à l'heure, mais on n'a pas rebondi. C'est quoi? Sur la technique, sur... Je pense que les garçons, après je ne suis pas sûre de ça, et j'aimerais vraiment discuter avec un gardien masculin pour voir comment il pense, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il met en avant. Mais je pense que les garçons sont plus dans le piège ou ouvrir un endroit pour le refermer parce qu'ils tirent tellement fort que tu peux pas réagir, c'est impossible, tu peux pas aller plus vite que la balle. Alors que nous, je pense on piège bien sûr, mais je pense qu'on a encore la capacité à réagir en fonction d'une situation. Alors que les hommes, je pense notamment à 6 mètres, je pense qu'ils piègent beaucoup et beaucoup de vidéos, je pense aussi. Mais bon, ça change pas de nous, mais je pense qu'ils sont plus dans le piège que nous. Ouais, Ouais, d'avoir un temps d'avance sur exactement. le tireur, Oui. parce que avec la vitesse, s'ils partent quand la balle part... Oui. Je pense. C'est ce que je pense. Après, à vérifier. Concernant l'équipe de France, Vincent Gérard, à ce micro-là, parlait de l'héritage bleu quand lui, il est arrivé en équipe de France avec une génération qui avait gagné avant et qui c'était pesant parce que une demi-finale, c'était le minimum pour l'équipe de France. Là, on est à peu près dans le même scénario avec l'équipe de France féminine. Mais vous, c'était encore différent parce qu'il y avait l'héritage, mais des garçons. Est-ce que vous ressentiez cette pression-là en mode les filles font pas aussi bien que les garçons ou pas? Enfin, est-ce que c'était difficile à gérer? Difficile à gérer, non, parce qu'on est vraiment dans notre bulle et on sait où est-ce qu'on veut aller,
on sait les efforts que ça demande, on sait un peu le process de tout ça, mais c'est vrai que par rapport aux journalistes, par rapport au monde qui n'est pas vraiment dans lequel on est, oui, parfois ça peut être un peu difficile de comprendre ou de... Oui, ça pouvait l'être, mais en tout cas, ça nous a pas mis la pression, bien au contraire, ça nous a donné envie de montrer que nous aussi, les filles, on pouvait faire ça. Et à partir du moment où vous avez gagné, et l'Euro et le championnat du monde, alors les Jeux, mais pas toi, mais globalement l'équipe de France, est-ce que là, vous l'avez ressenti, ce poids de la médaille, ce poids de l'héritage, ce poids de nation qui est attendu? Bien sûr, on ressent surtout le poids des sacrifices des gens d'avant. Il y a des gens qui sont en équipe de France depuis des années et qui n'ont jamais rien gagné, mais qui n'ont jamais rien lâché. Ou enfin, jamais rien gagné. Il y a eu quand même des titres, mais pas aussi réguliers que là, ces précédentes années. On ressent ce poids-là, mais pas dans le mauvais sens. On le ressent dans... Moi, en tout cas, je le sens comme un honneur de faire partie de l'équipe de France et comme un devoir de donner mon max et d'aller chercher à chaque fois une médaille ou d'aller le plus loin possible en mettant les dents par terre pour l'histoire de l'équipe de France. En quoi jouer en équipe de France, c'est différent pour toi? Euh, Parce que c'est mon pays, parce que c'est ma nation, parce que je représente la France. La France est une nation forte et pouvoir représenter la France, c'est pas rien non plus. C'est pouvoir rendre ma famille fière, même si je sais qu'ils n'ont pas besoin de ça, entre guillemets. Mais je suis énormément attachée à l'équipe de France et l'équipe de France m'a donné la confiance en moi que je n'avais peut-être pas. C'est une famille, c'est ma deuxième famille, c'est mon deuxième chez moi, l'équipe de France. Tu dis que l'équipe de France t'a donné la confiance que tu n'avais pas forcément toi, alors que globalement, l'équipe de France, pour beaucoup, c'est un accomplissement, c'est quand elles sont au meilleur de leur niveau qu'elles arrivent en équipe de France. Toi, l'équipe de France, ça t'a apporté quelque chose en plus. Oui. Comme tu le présentes là, c'est... Oui, l'équipe de France ne cesse de m'apporter un truc en plus, elle me permet de grandir encore, d'aller chercher des nouvelles choses, de ne jamais lâcher, de toujours essayer d'avancer. Enfin, je pense qu'elle me pousse dans mes retranchements à chaque fois et c'est ça que j'aime parce que ça me permet de devenir meilleur à chaque fois. Décembre 2023, le mondial, la finale contre la Norvège. Et petit bonus pour toi, le titre de meilleure gardienne du mondial. D'ailleurs, ce que tu retiens, c'est quoi? C'est la médaille collective ou avec un peu d'égoïsme, ton titre de meilleure gardienne? Non, j'avais oublié. J'avais même oublié ce titre-là. Non, c'est le collectif, c'est les émotions qu'on a pu vivre. C'est quand on a gagné la Norvège en finale, ça me ramène au match qu'on avait gagné contre elle un peu plus tôt dans la compétition. Ce qu'on a vécu émotionnellement, ce qu'on a dégagé émotionnellement parlant, c'était une dinguerie. Pour moi, c'était une dinguerie. On était sereine, on était prête au combat. Le fait de voir les Norvégiennes douter, qu'on n'a jamais vu douter depuis toutes ces années-là, c'était... Ouais, ce championnat du monde était incroyable. Et toi, individuellement, c'est celui où tu t'es sentie la plus forte? Ou est-ce qu'il y en a d'autres avant et il n'y a peut-être pas forcément un titre au bout, hein, mais c'est aussi possible des fois de réussir des compétitions sans médaille au bout. Mais est-ce que celui-là, t'étais, je sais pas, comme on dit des fois, le flow où tout se passe bien. Ouais. Est-ce que c'était celui-là ou est-ce que c'est une autre compétition? Non, parce que je pense qu'en début de compétition, on a galéré. Tout le monde a galéré. Je me rappelle contre l'Angola, il me semble qu'on a joué contre l'Angola. Je suis pas sûr, faudrait vérifier. Mais il y a des matchs en début de compétition, mais c'était une catastrophe. Hein. Je me suis même demandé qu'est-ce que je foutais là. Enfin, qu'est-ce que... Sauf qu'au fur et à mesure, on a mis les pierres au fur et à mesure et ça a pris. Tout le monde a pris en même temps, donc c'était génial. Non, je pense que la compétition où j'ai été la plus stable, je pense que malheureusement, c'était l'Euro l'année dernière. Et on a fini 4e et que je me suis un peu effondrée sur les finalités. Mais je pense qu'en termes de stabilité, c'était cet Euro-là.
sur ce mondial-là et je m'en souvenais plus. C'est en préparant cet entretien que je suis retombé sur la une de l'équipe le lendemain. Et j'ai recherché et j'ai pas souvenir d'avoir une autre photo sur d'autres titres, d'autres sports, d'autres garçons, filles. C'est vous trois, les gardiennes en une de l'équipe. Et Amandine Leno, que j'ai eu au téléphone pour la question mystère, je lui ai posé la question pour savoir ce qu'elle avait ressenti. Elle me dit c'est une photo que je trouve très touchante. Ouais. Je pense que tu l'as encore en tête. Oui. On la mettra sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. Mais toi, quand tu vois cette photo-là, quand tu as vu cette photo-là le lendemain, qu'est-ce que tu t'es dit ? Moi, je l'ai trouvée magnifique, cette photo. C'est la délivrance de... J'ai l'impression que c'est la délivrance de tout sacrifice qu'on a pu faire, de tout l'investissement qu'on a pu avoir vis-à-vis de ce championnat du monde et même des années en championnat. C'est des années de travail en termes avec l'équipe de France. Enfin, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la... Oui, il y a plein d'émotions sur cette photo-là. Et oui, moi, je la trouve magnifique. Et puis dessus, il y a Amandine qui est passée de l'autre côté en étant entraîneur. Il y a toi c'est un accomplissement de devenir championne du monde. Et puis il y a Tadou qui venait d'arriver en équipe de France et qui pour sa première compétition gagne le mondial. Donc il y avait aussi cette histoire-là à raconter de vous trois, de votre trinôme là pour le coup. Comme s'il y avait 3 générations différentes. Il y a l'ancienne, celle de maintenant et la nouveauté, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, il y avait comme s'il y avait 3 générations différentes. Concernant les Jeux Olympiques, ceux de 2021, tu ne les as pas joués. Est-ce que c'est un regret ou est-ce que c'est un passage obligé dans une carrière ou est-ce que c'est un regret ? Est-ce que ça reste dans un coin de ta tête, ces Jeux-là ? Non, ça n'est pas dans ma tête. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une période très difficile psychologiquement parlant. Je savais que partir aussi loin dans les circonstances du Covid, loin de ma fille, loin de ma famille, en étant un peu dans cet état de burn-out, parce que j'étais clairement en burn-out, je sais que ça m'aurait plus enfoncé qu'autre chose. Mais non, j'ai pas de regret par rapport à cette compétition-là. Bien sûr, j'ai eu 2 émotions vraiment partagées. Ça serait mentir de le dire, de pas le dire, pardon. Mais j'étais très fière pour les filles. Bien sûr, ça m'a fait mal parce que j'aurais aimé de faire partie de cette équipe-là. Ça, c'est une certitude. Mais j'étais tellement contente pour les filles. J'étais tellement soulagée pour les filles aussi ou pour l'équipe de France parce qu'il y avait une histoire derrière cette médaille d'or. Et j'étais vraiment très, très contente pour les filles, enfin pour l'équipe de France. Tu l'as dit, tu étais pas loin, ou en tout cas dans un burn-out juste avant, après avoir quitté la France en période de Covid. Comment on parvient, quand on est joueuse, on n'en parlait pas beaucoup, on en parle un peu plus maintenant. Les langues commencent un peu à se délier là-dessus. Il y a des sportifs qui commencent à en parler. Comment on arrive à rester au top, en tout cas tous les 3 jours, en tout cas à la face du public, alors que sportivement, peut y avoir des moments plus bas, individuellement, personnellement aussi. Comment vous arrivez à gérer ? Parce que voilà, la personne lambda qui va pas bien, elle se cache, elle reste chez elle et puis elle n'a pas besoin de sortir et elle arrive à le masquer en tout cas. Comment vous, sportif, vous arrivez à sortir la tête de l'eau même si c'est difficile ? C'est une bonne question. Je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense qu'on fait des sacrifices. Je pense que le mien, ça a été les Jeux Olympiques 2021 où j'ai sacrifié cette compétition-là. J'ai sacrifié aussi une partie de mon corps parce que j'ai continué à forcer. En fait, mon corps, à un moment donné, il m'a dit « tu arrêtes ». Donc, je l'avais sacrifié, mais lui, il a pris la main sur moi. Et donc, à ce moment-là, t'as pas le choix. Tu essayes de trouver des solutions, tu essayes de te faire accompagner. Ça a été clairement mon cas. Je me suis fait accompagner par un préparateur mental, je me suis fait accompagner par un psychologue, je me suis ouverte aussi à cette problématique-là, si je peux dire ça comme ça. J'ai accepté
parce que je pense que quand tu n'acceptes pas, tu continues à perdurer dans ça. Et puis tu continues à aller à l'entraînement, tu continues à jouer, tu continues parce que tu n'as pas le choix. Mais je pense qu'à côté de ça, oui, je me suis ouverte et j'ai accepté de me faire aider. Alors ça, c'est pour les moments plus bas. Et comment on gère du coup les moments forts, les lendemains de victoire, les lendemains de titre mondial, de titre européen. Comment gérer ces moments de joie? En tout cas là, c'est plus joyeux là pour le coup. Ouais. Comment on les gère? Je pense qu'on ne nous laisse pas vraiment le temps de les gérer parce que championne du monde, vice-championne olympique ou championne olympique, bref, quelques jours plus tard, il faut retourner en club pour réattaquer le championnat. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que on vit pas pleinement cette émotion-là de satisfaction. Et je pense que ça amène de la frustration et c'est plus ces moments-là qu'il faut gérer. Mais depuis que j'ai eu mon moment de down, je continue à être accompagné pour justement gérer tous ces moments-là de down, de up, et pour que ça soit le plus... Ça peut pas être linéaire de toute manière, mais le moins comme ça. Et ça, c'est par la discussion. Oui. Ça dépend de la technique que tu emploies. Il y a des gens, ça va être dans de la méditation, ça va être dans parler avec les gens, avec un psychologue ou un préparateur mental, ça va être en écrivant. C'est vraiment la technique qui te permettra le mieux, qui te correspondra le mieux. Justement, la partie mentale, mais là, pendant le match. Alors, Vincent Gérard a eu une phrase à ce micro. Il disait que gardien de but, c'est gérer l'échec permanent. Parce que tu prends des buts souvent. Et c'est pas forcément, j'étais gardien de foot, c'est pas forcément le cas au foot où t'es moins sollicité. Comment on reste dans le match quand il y a 4-5 buts d'affilée, que t'as le sentiment de pas être loin, mais au final, il n'y a pas cet arrêt clé. On l'a vu là sur ce mondial, des fois il y a un arrêt qui fait basculer le match et la gardienne revient dans le match par un arrêt. Comment mentalement là, sans parler de technique, vous parvenez à rester dans le match? C'est une bonne question aussi. Comment? Je pense que c'est en vivant ce genre d'épreuve, si je peux dire ça comme ça. Il faut qu'on soit stable, comme il a pu le dire. On est voué à prendre des buts. On est obligé de prendre des buts. Il n'y a jamais un gardien qui a pris 0 but. Donc, on est obligé de passer par l'échec ou par... si on dit que c'est un échec, mais on est obligé de prendre des buts. Donc, soit tu avances, soit tu pleures sur ton sort. Et voilà. Donc, je pense que c'est une question d'entraînement. C'est une question de mentalité. C'est une question d'avoir les dents au parquet ou pas. Et voilà. Dernière rubrique de ce podcast, c'est la rubrique sur le champ. Donc, tu es entraîneur d'une équipe. Tu dois choisir 6 gardiennes à mettre devant toi sur le terrain. Qui tu mettrais? Des gardiennes que tu as côtoyées, que tu as affrontées, avec qui tu as joué. Qui tu prends? Je mets Atadou. Je mets Doudou. Je mets Lunde. Donc là, je suis à 3. Je mets... Je mettrais, même si c'est des anciennes, oui. Marina Katkova, c'est une gardienne avec qui j'ai joué à Besançon, qui est entraîneur de gardien actuellement et qui elle cessera de me surprendre dans sa nouveauté, dans le fait de vouloir aider, etc. etc. Ça a été une grande joueuse russe aussi, elle a été russe, enfin elle est russe, pardon. Donc ça me fait 4. C'est une bonne question. Je peux m'arrêter à 4? Non, mais il y aurait une infériorité numérique sur le terrain. Non, mais je partirais aussi avec Christiansen, je crois. Christiansen, je crois, c'est la gardienne du Danemark. Elle est jeune et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Elle monte en puissance. D'ailleurs, elle vient à FTC l'année prochaine avec nous. Et oui, je pense qu'elle peut être problématique pour les joueuses. Dernière petite partie.
Alors l'équipe de France a été confrontée à ça avec 2 joueuses qui étaient pas là pour cause de grossesse sur ce mondial. Toi aussi 3 même. Oui, 3. 3. Dont 2 qui ont déjà accouché. Toi aussi, tu as donné la vie en carrière. Est-ce que ça aussi, ça t'a apporté sportivement ? Bien sûr. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma carrière. Et dans ma vie de femme surtout. Ça m'a amené une stabilité émotionnelle. De toute façon, en tout cas pour moi, émotionnellement parlant, c'est mon chemin. Sportivement, bien sûr que je travaille beaucoup à côté, mais émotionnellement parlant, c'est vraiment mon chemin, c'est vraiment sur quoi je suis attachée et ce qui m'anime. Mais oui, j'ai donné la vie et c'est ce qui m'a amené beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de tendresse aussi vis-à-vis de moi-même. Parce que je suis dur avec moi à la base, mais là, ça m'a amené de la tendresse ou de la bienveillance envers moi-même. Et oui, ça m'a amené une stabilité émotionnelle dans mon travail. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Olivier Crumbles disait dans un article que lui, il a toujours pensé que vous reveniez plus forte d'une grossesse. Est-ce que tu partages son avis ? Clairement, parce que c'est un choix. En tout cas, pour celles qui ont fait le choix de devenir maman, c'était un choix. Et souvent, derrière, c'est un choix de revenir fort parce qu'on aime le handball, on a envie de revenir sur le terrain. Donc, à un moment donné, on doit faire un peu le choix entre notre carrière ou notre vie de famille. On nous donne la possibilité de devenir maman, mais quand on revient, on est plus que forte. Mentalement parlant, on est prête à revenir, on sait pourquoi on revient, on sait qu'il y a un petit bout de chou qui nous attend à la maison et que oui, on sait pourquoi on fait ça. Donc, ouais, je pense qu'on revient vraiment plus fort après une grossesse. Et est-ce que tu cries encore dans ton oreiller, comme te l'a conseillé ta fille, pour passer l'énervement ? Ça peut m'arriver. Ça nous arrive, parfois ensemble. Oui. Petit cœur. Dernière question, c'est bientôt les vœux. Une année 2026 qui se profile. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? On me souhaite une stabilité émotionnelle. C'est vraiment ça que je recherche. C'est vraiment être bien dans mes baskets et bien sûr beaucoup de titres et tout ce qui va avec. Mais ça, c'est à part. Mais la santé aussi. La santé, c'est très important. Merci Laura d'avoir retracé toute ta carrière. On va finir par le face-à-face. Une question, une réponse. Ok. Ton plus bel arrêt ? Jeux Olympiques 2016 contre la Hollande. Le match où tu t'es sentie la plus forte ? Contre la Norvège. Ce qui te fascine chez les gardiennes ? Le mental. Ce qui t'énerve le plus chez une gardienne ? Le mental. La charnière la plus solide devant toi ? Béatrice, Edwige et Orlan Canor. Ce que tu piquerais à un gardien de foot ? Ses gants. Ton geste préféré ? La relance. L'exercice que tu détestes ? J'en ai pas vraiment. Pastis avec les mains ou avec les pieds ? Avec les mains. L'adversaire la plus coriace ? Il y en a plein, mais je pense à Nora Mork, actuellement. Ta modèle ? Amandine ? Gagner les Jeux ou la Ligue des Champions ? Les Jeux. L'entraîneur qui comprenait plus le poste de gardienne ? Olivier. Un retour en France, envisageable ou pas ? Oui, bien sûr. Et le conseil que tu donnerais à la Laura Gloser née à Besançon ? Crois en tes rêves. Merci Laura, merci d'avoir tenu tes engagements pour participer à ce podcast, même si la fin d'année a été un peu chamboulée, mais voilà, on a réussi à faire cet épisode. C'était un plaisir de terminer cette année 2025 avec toi, de passer ce moment ensemble pour parler d'un autre sport, pour parler du handball, pour parler de ta carrière. Merci beaucoup. Merci à toi.
C'était en effet le dernier épisode de l'année 2025. Merci de nous avoir suivis. C'est fou la dynamique que ce podcast a pris cette année. Merci pour tous ces chiffres d'écoute, pour toutes ces vues sur les réseaux sociaux. On se retrouve en 2026. En attendant, passez de bonnes fêtes. Profitez bien. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. L'exploration du poste de gardien continue. Plus de 35 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière. En Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde ou au JO, dans différents sports, dans les années 80, 90, 2000 et tous ceux encore en activité. Alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute pour ne rien louper de cette nouvelle saison du podcast. Mais aussi partagez-le, commentez-le, notez-le, c'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.